OK. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire ayant pour thème le tourisme pour tous, durable et solidaire, une option de relance post-Covid 2019. Bienvenida a todos y a todas, especialmente los amigos de América Latina que hicieron el esfuerzo de estar temprano para esta cita. Bienvenido a ese webinar sobre el tema Turismo para Todos, Sostenible y Solidario, una opción de relance para ese periodo post-Covid 2019. Je vais faire une brève introduction en français. Haré una muy breve introducción francés y español. Tendremos para ese webinar dos idiomas, francés y español. Y aunque habrá más ponencias en francés, trataremos de hacer una breve síntesis después de las ponencias para que todas puedan entender lo que se dijo. Y claro que las preguntas se pueden hacer en español. Donc, voilà. Pour ceux qui sont moins familiers avec ISTO, peut-être simplement vous rappeler que l'Organisation internationale du tourisme social a une double mission, hein, favoriser un tourisme pour tous et promouvoir un tourisme qui privilégie le service des personnes, des communautés, des territoires et qu'on rejoint par les vocables de tourisme solidaire, tourisme équitable, tourisme communautaire. ISTO aujourd'hui, ce sont 160 organisations membres dans 40 pays. Alors, durant la crise, un certain nombre d'organisations de notre secteur se sont mobilisées. Je voulais présenter quelques exemples pour illustrer comment le tourisme pour tous a aussi été un acteur actif durant la crise. Ce fut le cas, par exemple, en Belgique, avec une auberge de jeunesse, l'auberge Van Gogh, qui a hébergé durant la période de confinement des sans-domicile fixe. Qui n'avaient donc pas d'endroit pour héberger. Au Portugal, notre organisation, la Fondation Inatel, a hébergé dans ses centres, dans quelques-uns de ses centres, des seniors qu'on voulait mettre à l'abri du virus en dehors donc des maisons de repos. En France, une initiative de Village Vacances Famille et du Secours populaire français a permis à des migrants d'être hébergés dans des conditions dignes lors de la période de confinement. Voilà juste trois petites illustrations pour vous dire que le tourisme pour tous, notamment ceux qui ont des hébergements, se sont mobilisés durant cette période difficile. Maintenant, pour la période à venir, nous savons que le tourisme international va tarder à se relancer. Le pouvoir d'achat de beaucoup de gens va diminuer. Le tourisme domestique et de proximité sera donc une voie privilégiée et en ce sens, on peut penser que le tourisme social pourra contribuer à dynamiser ce tourisme domestique. Déjà, on voit plusieurs autorités au niveau local ou régional qui annoncent des mesures pour favoriser ce tourisme social pour tous. En Flandre, en Belgique, à titre d'exemple, le gouvernement a annoncé un investissement de 5 millions pour aider le tourisme social et le tourisme des jeunes. En Italie, en République tchèque, en Islande, on annonce la création de chèques vacances, au moins pour cette année. Et certaines régions françaises veulent aussi utiliser davantage le chèque vacances. Donc, cette vision du tourisme pour tous est déjà signalée dans plusieurs pays et avec nos intervenants, nous essaierons de voir comment tout ça peut se concrétiser. ISTO a déjà donné la ligne il y a quelques semaines dans le cadre d'un texte qui s'intitule « Promouvoir demain un tourisme raisonné » qui donne un petit peu notre vision de ce que doit être la reprise entendue telle que nous l'entendons dans un tourisme pour tous.
Ahora en español, para los que no conocen tanto a ISTO, nada más recordarle que es una organización que tiene una doble misión, promover un turismo para todos y que facilita el servicio para las personas, las comunidades y los territorios. Hoy en día reagrupamos a 160 miembros en unos 40 países del mundo. Durante la crisis, el sector del turismo para todos se involucró también. Y quisiera darle algunos ejemplos de cómo eso se manifestó. En Bélgica, por ejemplo, hemos tenido un albergue juvenil, Auberge Van Gogh, que recibió durante ese periodo de confinamiento a personas sin domicilio fijo. En Portugal, la Fundación Inatel recibió en uno de sus centros vacacionales personas de la tercera edad que tenían, que estaban en situación de peligro en casas para personas de la tercera edad. Y en Francia, como tercer ejemplo, tenemos la asociación Village Vacances Famille con el apoyo del Secours Populaire Français que alojó en uno de sus centros a migrantes con sus familias. Para el futuro, el periodo post-COVID, sabemos que el turismo internacional va a tardar, no va a regresar inmediatamente como antes y por lo tanto lo que llamamos el turismo doméstico de proximidad tomará más importancia. Sabemos que el turismo para todos, el turismo social, puede contribuir a dinamizar ese turismo doméstico. Algunos ejemplos se ven ahora. En Bélgica, en la parte de Flandres, se anunció un presupuesto de 5 millones para apoyar el turismo social y el turismo de jóvenes. En Italia, República Checa e Islanda están pensando en un chèque vacances para los próximos meses, para apoyar a las familias, para que puedan tomar algunos días de vacaciones. Y sabemos que en algunas regiones de Francia lo mismo va a suceder con un uso más importante de esa herramienta, cheques vacaciones. Ayer hubo en las Américas un webinar sobre la visión de las Américas en el periodo post-COVID y uno de los elementos importantes que salió es que la gente va a pedir más un turismo de contenido con un valor agregado más importante. Pensamos que este turismo social lo puede ofrecer. Esto hace algunas semanas propuso un texto que se llama un turismo sensato, turismo sensato equilibrado. Entonces, esa visión es la que proponemos y ahora el tema es ver cómo nuestros ponentes de hoy van a ilustrar esa dirección y cuáles son las propuestas que nos quieren enseñar. Donc, pour notre table ronde, si je peux dire, nous avons donc 4 intervenants. Tout d'abord, Fiorello Primi, président de l'Association des plus beaux villages d'Italie. Fiorello Primi, presidente de la Asociación de los Más Bonitos Pueblos de Italia. Después va a ser el primer ponente. Después tendremos a Luis Martínez de la Asociación Chilena de Turismo Rural. Luis es gerente técnico de esa asociación. Donc, Luis Martínez, gérant technique de l'Association chilienne du tourisme rural. Nous poursuivrons ensuite avec Gauthier Amoussou, directeur de l'ONG Éco-Bénin et aussi coordonnateur de la section Afrique d'ISTO. Gauthier representa una ONG en Bénin, en África de Oeste, y es también coordinador de la sección africana de ISTO.
Et finalement, nous aurons Simon Thirault, délégué général de l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme en France. Simon Thirault, directeur général de la Union des associations de tourisme en Francia. Donc voilà le programme. Et donc, nous allons immédiatement commencer avec Fiorello. Et chaque intervenant va nous donner quelques mots sur les principaux impacts de la crise sur leur secteur, mais surtout, quelle est leur vision et les mesures qu'ils proposent pour que le tourisme social et solidaire puisse contribuer à cette relance. Voilà, Fiorello, la parole est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Tout de suite, quelques nouvelles sur la situation de l'épidémie en Italie. Maintenant, la situation est stable, heureusement. Chaque jour, il y a plus ou moins le même nombre de personnes infectées, environ 48 000. La situation se normalise dans toute l'Italie pour le respect des mesures de confinement. Malheureusement, les problèmes persistent dans certaines régions du nord. L'économie, en particulier celle du tourisme et des secteurs connexes, est littéralement à genoux. Espérons dans le redémarrage sur le soutien aux activités par le gouvernement et par l'Union européenne. Il faut être toujours très prudent et respecter les règles pour empêcher le virus de revenir fortement pour infecter et tuer encore des gens. Mais maintenant, toutes les activités ont été organisées pour assurer une sécurité maximale aux clients et aux opérateurs. Maintenant, je vais présenter l'association, je suis le président des I Borghi Più Belli d'Italia, ça veut dire les plus beaux villages d'Italie, ou Los Pueblos Más Bonitos d'Italia. L'association a été fondée en 2001 à l'intérieur de l'Association nationale des communes italiennes, afin de valoriser et promouvoir le grand patrimoine d'histoire, d'art, de culture présents dans les petites villes italiennes. Maintenant, il comprend 309 villages sélectionnés par une charte de qualité, pour les fédérer sous une marque unique reconnue et appréciée au niveau international, dont les activités d'accueil, d'entretien et de développement touristique sont constamment contrôlées. Il définit aussi les procédures d'attribution du label et les critères d'admission à l'association. Vous pouvez voir que la procédure de sélection a obtenu la certification ISO 9001. Ici, vous pouvez voir la répartition pour chaque région. Et toutes les régions sont représentées. Et maintenant, nous faisons aussi partie de la Fédération internationale des plus beaux villages de la Terre. Le mot c'est en français parce que, comme toujours, ce sont les Français qui ont commencé à faire quelque chose. Ils ont fondé l'association des plus beaux villages de France 20 ans avant nous. Et maintenant, dans le 2012, l'association des plus beaux villages est présente en France, en Wallonie, en Espagne, au Japon, en Italie. Et nous avons formé ensemble la Fédération internationale des plus beaux villages de la Terre. Et maintenant, il y a des autres qui attendent d'entrer, que la Saxe en Allemagne, la Suisse, la Russie, le Liban, et aussi la Chine, le Portugal. Et le but de la fédération est d'atteindre les objectifs de favoriser le développement soutenable et durable des petits villages dans tout le monde. Qu'est-ce que nous faisons pour recommencer le tourisme après l'épidémie, après l'urgence? Nous avons lancé un compte Instagram, Consiglio un Borgo. A été lancé sur le profil Instagram de l'association le 22 avril et sera en ligne jusqu'à le 10 juin. L'objectif est de faire voyager les gens avec l'imagination maintenant, pendant l'urgence, et les invitant à réfléchir à l'après et à planifier leur voyage pour aller visiter nos borghi. Aujourd'hui, nous avons plus de 5000
je crois 6 000 maintenant en compétition, et plus de 5 millions, presque 6 millions de personnes qui ont vu les photos publiées sur le profil Borg Italia. Aussi, nous avons lancé un marketplace sur les portails Borghi più belli d'Italia. Les tour opérateurs connectés à l'association ont créé de nombreuses propositions de voyage avec des forfaits touristiques expérientiels, de la dégustation guidée à l'école de cuisine, du tourisme sportif, aux visites guidées, immersives, etc. Dédiés à ceux qui veulent vivre le village en s'immergeant totalement dans sa culture et pour une connaissance approfondie du territoire et des traditions locales. Le 27 juin, nous ferons aussi la nuit romantique dans les borghi più belli d'Italia pour tous les amoureux. Rendez-vous sur la place, dans les rues, dans les palais des plus beaux, des borghi più belli d'Italia. La nuit romantique est à sa 5e édition cette année. S'est révélée au fil des ans entre l'un des événements majeurs de la chaîne touristique et culturelle italienne. De Borghi organise l'événement chaque année. Plus de 500 000 personnes participent à l'événement. Nous participons à un projet Interreg sous Towns. L'un des 10 partenaires du projet, financé par le programme Interreg Med de l'Union européenne. Le projet vise à promouvoir le tourisme durable. Nous sommes dans l'OITS, dans les petites villes de la zone méditerranéenne, en particulier la gestion et l'entretien des arrivées des touristes pour développer une méthodologie pour soutenir la définition des stratégies par les gouvernements locaux pour maintenir les cours des flux touristiques sur leur territoire. Nous avons lancé aussi un projet de e-learning pour les communes, pour accroître les connaissances des municipalités sur l'utilisation des médias sociaux pour la promotion du tourisme dans la région, avec une agence de communication, un entraînement en ligne sur les médias sociaux et le marketing digital pour les communes associées. Nous sommes en train de travailler sur un autre projet qui s'appelle Adopte un jardin, créer des jardins potagers urbains dans les borghi, sur les baies, pour les personnes âgées qui peuvent être facilement entretenues sans avoir à se basser. Vous pouvez voir dans la photo la création d'une application et d'un site web où les familles de villes pourront adopter les jardins et se rendre dans les borghi les week-ends pour les entretenir. Ça, c'est l'association des Borghi più belli d'Italia qui se prépare à superer la crise maintenant, une crise très grave, surtout pour les petits villages. Charles a parlé du tourisme de proximité. Maintenant, en Italie, on parle toujours des borghi, des petites villes, petits villages où les gens peuvent passer des vacances en tranquillité, en sécurité, distanciamento social, no? Et je crois que c'est une grande opportunité, une grande occasion pour les réseaux des communautés qui sont dans les borghi, dans les petits villages, pour commencer à penser à un développement touristique et économique soutenable et durable. Il faut se préparer, il faut faire beaucoup d'investissements pour la structuration, pour l'accessibilité, pour superer les obstacles pour l'accessibilité. Maintenant, le gouvernement italien, les régions et les communes, ils sont convaincus qu'il faut passer à travers le développement des réseaux des petites communautés pour réussir à superer ce moment de crise, surtout sur le tourisme,
pour toute l'économie qui est connectée avec le tourisme. Pour le moment, je m'arrête ici. 10 minutes, je crois que ça va bien. Ok, merci Fiorello. Muchas gracias Fiorello. Voy a hacer una breve síntesis en español, ¿no? De lo que Fiorello dijo. Primero, sobre la situación en Italia, dice que se está normalizando, que la economía turística, claro, que está completamente casi muerta, dice, que los operadores, los actores del turismo, sí siguen esperando el apoyo del gobierno a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel de la Unión Europea. Ahora están en la etapa de organizar la seguridad para todos los que van a viajar después. Unas palabras sobre esa asociación de los más bonitos pueblos de Italia. Fue creada en 2001, reagrupa 309 pueblos. Tienen una carta de calidad con criterios, un label, y hacen parte de la Federación Internacional de los pueblos más bonitos, ¿no? Con también otras asociaciones en países como Bélgica, Francia, Rusia, Canadá, etc. El elemento central de esa asociación en materia de turismo es el desarrollo sostenible. Durante la crisis han iniciado varias acciones. Por ejemplo, la creación de una cuenta Instagram para permitir que las personas puedan viajar con su imaginación. Y han recibido más de 5 millones de visitantes a través de esa página, esa herramienta virtual. Han creado también una plataforma para los operadores y van a reiniciar, va a ser la quinta edición este año, la Noche Romántica, el 27 de junio, que es como decir, un evento muy importante para dar a conocer los pueblos más bonitos de Italia. Están también involucrados en proyectos europeos, en iniciativas de capacitación y learning, y también para crear, por ejemplo, están proponiendo la creación en los pueblos de pequeños jardines. Esos son algunos ejemplos. Ahora, para el futuro, piensan que las pequeñas ciudades, como las que se encuentran en esa asociación, pueden representar una verdadera oportunidad para volver a lanzar el turismo. Porque en esas pequeñas ciudades, la distanciación social se puede gestionar de manera más fácil, quizás, que en grandes ciudades. Están convencidos, y los gobiernos también, que la salida de la crisis, parte de la respuesta, debe pasar por estas pequeñas redes y pequeños pueblos. Es más o menos aquí el mensaje de Fiorello. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions pour Fiorello? Alors oui, il y a une question aussi. Il y a deux questions. Il y en a une en français. Le tourisme rural a-t-il été populaire parmi les Italiens jusqu'ici? Ben oui, le tourisme rural, c'est très important. Et nous avons beaucoup d'opérateurs, d'activités qui sont liées au tourisme rural. Je crois que
soit un de l'offre plus important, surtout dans certaines arées de l'Italie. Je pense le centre d'Italie, Toscana, Umbria, la Sicile, la Puglia. Il y a beaucoup des activités qui sont importantes pour maintenir la beauté du territoire. Parce que il borgo, les villages, c'est le point autour duquel il y a un territoire qu'il faut le sauvegarder. Et le tourisme, c'est une activité importante, le tourisme rural, parce qu'elle est liée aussi à l'activité rurale. En Italie, c'est très, très important. Merci, Fiorello. Il y a une autre question. On demande si vous avez considéré la possibilité de faire des visites virtuelles à la place des visites donc physiques. Voilà. Oui, nous sommes déjà en train de le faire avec nos portails et avec des vidéos que nous avons préparées sur YouTube. Et on commence à préparer des projets qui seront en ligne entre, je crois, 15 jours pour visiter quelques musées qui se trouvent dans les borghi ou visiter il borgo à vol d'oiseau avec des vidéos. Maintenant, on fait tout le travail surtout pour faire voir virtuellement les borghi pour inviter à les visiter physiquement en futur. OK. Merci Fiorello. Mais est-ce que tu penses que les visites virtuelles pourraient faire diminuer les visites physiques? Non. On doit les faire pour faire voir quelque chose, mais pas trop. Ok. Ok, entonces a esa pregunta dice que sí, hacen visitas virtuales, hay que enseñar un poco, pero no tanto, pero no está, no teme que, no tiene miedo que pueda afectar las visitas físicas. Ok. Il faut stimuler la curiosité. Ah, estimular la curiosidad. Muy bien. Ok. Merci. Donc, on va continuer avec notre deuxième intervenant, Luis Martinez, donc gerente técnico de ACHITUR, l'Associación Chilena de Turismo Rural. Luis, la palabra es para ti. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos y todas que están hoy día acompañándonos en este webinar, especialmente a todos los latinoamericanos que están presentes hoy día a esta hora de la mañana. Bueno, contarles un poco, para iniciar, nosotros tenemos una frase ahí, conectando destino, uniendo personas. Eso es un poco lo que es ACHITUR. Quiero partir presentando lo que es ACHITUR, para que, a ver si podemos avanzar. Luis, perdón, pero ¿puede ponerlo en la pantalla completa o no? Perfecto, un segundo. Gracias. Es que me tapa acá en eso estoy tratando. Si me dan un segundito para poder... No hay problema. Me falló la tecnología, un segundo, por favor. Pantalla completa. Es que me tapa... a ver si puedo. ¿Ahí? ¿Ahí o no? ¿No? ¿No? Un segundo. Es que no sé qué pasa acá porque... un segundo. No. Esto estaba... Mil disculpas, ¿no? Lo que pasa es que el Zoom me tapa la barra de... Sí. La barra de para poder acceder. Arriba hay presentación con diapositivas, quizás. A ver, espera un segundo, se me fue. Qué desastre.
Pues la gente dice que puede dejarla en ese tamaño que se ve muy bien. Sí, sí, ¿Sí? adelante. Sí, son pequeñas, son 3 láminas, así que tampoco es mucho. Sí. Bueno, para no perder tiempo, estamos, como decimos, conectando destinos, uniendo personas. Somos una asociación gremial y aquí presento a la familia. Es como nuestro eje, el pensar en la familia Chitur. Es una asociación gremial que nace por allá el año 2000, cuenta con 90 socios directos y 500 socios indirectos a lo largo de todo Chile. Y la gran característica de nuestra asociación es que el 80 al 85% son mujeres. Son mujeres campesinas, trabajadoras, que transformaron su vida de ser dueñas de casa a pasar emprendedoras de turismo rural. Dicho eso, quería contextualizar en cómo veníamos en el tema del turismo para poder entrar a la problemática. Veníamos con cifras muy importantes para Chile. Aportaba el turismo $10 millones aproximadamente, un 3,4% del PIB, generando el 10% de los empleos a nivel país y teniendo una equivalencia del 1,5 veces el aporte de la industria del vino, que para Chile la industria del vino es una industria muy importante, con una recepción de 6,5 millones de turistas extranjeros aproximadamente, y conformada mayoritariamente por pequeñas empresas. ¿Cómo estamos hoy día? Con un hospedaje con el 98% de sus operaciones cerradas, prohibición de operar los restaurantes, 90% de la fuerza laboral ha sido despedida o con suspensión de jornada. Podríamos decir que la actividad turística se encuentra hoy día en un coma inducido. ¿Y cómo enfrentamos la situación como Achitur? Bueno, comentarles que estamos enfrentando un mercado nuevo y desconocido, con muy poca información sobre su comportamiento y a su vez cualitativa y cuantitativamente inferior a lo que estábamos acostumbrados. Dado eso, probablemente se va a generar una importante desesperación a nivel de la gente que desarrolla la actividad turística en los distintos ámbitos, en el rural o en el urbano, por tratar de capturar estos pequeños mercados locales que son los primeros que se supone que se van a activar. Nosotros nos encontramos hoy día en el país en una etapa cero. Llamémosle etapa cero, en una etapa recién de reflexión, porque estamos saliendo de nuestro periodo de vacacional de verano en el mes de enero, febrero, marzo. Entonces nos estamos preparando para lo que viene en la próxima temporada. Estamos haciendo lo siguiente a nivel de nuestra organización. Lo primero que hemos hecho como una necesidad prioritaria es un acercamiento a nuestros socios. Es a través de videoconferencia y con todas las dificultades que tiene la conectividad acá en América Latina, tratar de conectar a los corazones de los socios para transmitir tranquilidad, para transmitir que cuentan con un apoyo técnico y para transmitirles la información del día a día que muchas veces por su distancia y por su espacio rural no les llega con oportunidad. Quiero recordar que Chile es un país que tiene 4.200 kilómetros de largo y nosotros tenemos socios distribuidos a lo largo de todo el país. No es fácil poder desarrollar una gestión de este tipo. Lo segundo que estamos realizando es, también relacionado con los socios, es una mirada al interior de sus familias, el hacer videollamadas y compartirlas con los socios para saber el día a día, cómo lleva la pandemia un emprendedor de turismo rural, cómo lo lleva con sus apoyos inmediatos, con sus colaboradores inmediatos, con la familia, poder conocernos un poquito más. Dada esta distancia que tenemos a lo largo de todo Chile, se nos hace complicado muchas veces que todos se conozcan en la intimidad y queremos ver el vaso medio lleno aprovechando esta como una oportunidad de conocernos mejor. Estamos también trabajando en que cada emprendimiento ofrezca lo que hemos denominado experiencias regenerativas. ¿Qué quiere decir esto? Experiencias no solo para el cuerpo, sino también para el alma, que incorpore conceptos de salud, bienestar, naturaleza, conceptos que a lo mejor los teníamos guardados en el baúl de los recuerdos, pero que hoy día cobran cada vez más importancia. Podemos aportar espacios abiertos, sin aglomeraciones, con productos auténticos y sustentables. La invitación finalmente que estamos haciendo a nuestros socios es a repensar el turismo que venían realizando, que no es igual al que venían haciendo el 2019.
es una invitación finalmente lo que llamamos nosotros a cultivar los sentimientos. Nos encontramos también reformulando nuestro portal web para entregar información oportuna en tiempo y forma respecto a los protocolos que estamos tomando en cuanto a seguridad, porque efectivamente aquí también hay una crisis de confianza y tenemos que hacernos cargo de esa crisis de confianza. Hoy día probablemente lo que va a abundar en los emprendedores de turismo son las ganas por iniciar rápidamente una nueva temporada, pero el resto de las cosas está al nivel de la escasez. Hay escasez de recursos, de liquidez para poder hacer frente a un turismo cercano. Hay escasez de información, desconocemos cómo se va a comportar el nuevo turista, etc. Entonces estamos reformulando nuestro portal web y apoyándonos además en nuestra comunidad de socios demandantes. Tenemos un club de amigos de turismo rural conformado por aproximadamente 15.000 personas y estamos programando reuniones virtuales donde estamos invitando a grupos de ellos a que nos ayuden a co-construir este regreso al turismo. Y le hemos denominado ¿y tú qué harías? Entonces se trata de movilizar fundamentalmente a estos embajadores y amantes del turismo rural, soldados del turismo rural y que están orgullosos de poder aportar a esta actividad a que juntos construyamos. Creo que es la forma de poder ir generando un nivel de confianza importante entre los clientes y, ¿no es cierto?, quienes están desarrollando esta actividad en el día a día. Apostamos también por una reserva anticipada, ¿ya? Pero decíamos, ¿cómo podemos motivar una reserva anticipada con esta crisis económica y social que existen en los países? Entonces, hace un par de años que nosotros venimos desarrollando concursos en donde regalamos estadías para quienes participan del concurso y quienes dinamizan nuestras redes sociales. Esto nos ha dado muy buenos resultados. Estamos invitándoles a soñar para su próxima salida. Estamos invitándoles a que efectivamente cuando ellos se desplacen van a ser acogidos de una manera distinta. Nuestras mediciones indican que cuando alguien se gana un concurso, para una o dos personas, el beneficio se duplica. Generalmente van 4 o 5 personas a hacer uso de ese servicio. Por lo tanto, dinamizamos un poco la demanda en el mundo rural. Estamos también estimulando, ¿no es cierto?, a los emprendedores para que ellos, a partir de microvideos, pequeñas invitaciones, muestren el día a día de un emprendimiento rural, de que es seguro, de que hay espaciamiento, es generar mecanismos de confianza. Estamos, en definitiva, apostando a una comunicación directa, en donde hacemos lo imposible por transmitir la seguridad sanitaria. Tenemos claro que en el turismo rural no caben improvisaciones, sino anticipaciones. Y para ello contaremos con protocolos rápidos, ordenados, para responder en tiempo y forma a lo que el turista hoy día quiere. Y quiero finalizar diciendo que lo más importante en todo esto es reconstruir las confianzas, con creatividad, con innovación, de manera segura, para poder generar experiencias a los visitantes que próximamente pretenden viajar. Solo así podremos superar este mal sueño y ser parte de un turismo que construye comunidad, como así lo creemos todos los socios de Achitur. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante todo lo que has presentado y de manera particular las medidas que están tomando para el presente y el futuro. Très rapidement, donc, Luis nous rappelle qu'Achitur, qui est écrit en 2000, regroupe à 90 membres et 500 membres indirects, 80 à 85% de ces membres étant représentés par des femmes. Je rappelle que le tourisme au Chili, c'est quand même important, 3,4% du PIB, 7,7% des emplois directs. Aujourd'hui, 98% des hébergements sont fermés et 90% du personnel est en chômage ou chômage technique. Il qualifie donc le secteur du tourisme au Chili dans un coma profond, comme il le dit. Voilà. Donc, maintenant, eux, leur association, oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le thème de leur association, c'est connecter
les destinations, unir les gens. Donc ça, c'est vraiment la vision de leur association. Alors, ils se trouvent actuellement dans ce qu'il appelle l'étape 0, une étape de réflexion. Il faut savoir qu'au Chili, les vacances se sont terminées et que donc on doit se préparer pour la prochaine saison touristique dans quelques mois. Vous savez, les saisons étaient inversées par rapport à la situation ici en Europe. Donc, dans les actions qu'ils mènent, il y a un rapprochement, bien sûr, avec les membres. Ils cherchent à partager les expériences, savoir comment se vit la situation dans les petites entreprises, dans les familles. Et donc, ils ont aussi diverses initiatives avec, bon, ils sont en train de redéfinir leur portail. Ils vont intégrer les nouvelles normes qui devront être mises en œuvre. Ils travaillent aussi avec un club d'amis, 15 000 clubs d'amis, afin de co-construire, comme il le dit, ce futur tourisme en région rurale. Donc, voilà, il y a plusieurs initiatives, mais au final, ce qu'il dit, le plus important, c'est de reconstruire, rebâtir la confiance auprès des gens. Donc, c'est vraiment l'objectif central qu'ils ont à travers les différentes actions. Voilà, questions, preguntas? Alors, en Chile, se desarrolla el turismo minero. Alors, ok, en Chile se desarrolla el turismo minero. ¿Tiene alguna relación con el turismo rural? Alors, Luis. Se desarrolla el turismo minero, sin embargo, dentro de nuestros asociados no es minería, digamos, más a gran escala. Entonces no tienen relación con el nivel de trabajo que tenemos nosotros en la asociación, que son pequeños agricultores. Ok, gracias. Donc voilà, le tourisme dans les mines existe, mais ça ne fait pas partie des actions de leur association. Un exemple d'action que l'association va mener pour faire revenir les touristes, un ejemplo de acción que van a realizar para volver a atraer a los turistas, Luis. Bueno, lo que hicimos, lo que les comentaba, no sé si pasó muy rápido, pero esta acción que estamos haciendo con los 15.000 socios del Club de Amigos de Turismo Rural es claramente una acción para poder atraerlos y reconquistarlos y de que efectivamente pueden visitarnos con seguridad y con tranquilidad. Para nosotros eso es importante y por eso estamos haciendo estas reuniones virtuales con ellos. Los estamos invitando a que ellos nos den recomendaciones. Si nosotros asumimos esas recomendaciones, estamos claros de que probablemente va a ser más fácil el flujo de los turistas hacia nuestros distintos campos. OK. Donc, il fait référence encore une fois au club d'amis qui regroupe 15 000 personnes. C'est à travers eux qu'ils veulent poser des actions, amener une réflexion pour relancer le tourisme et ramener les visiteurs dans les établissements de tourisme rural. Alors, se conectan con destinos en Argentina de turismo rural para trabajar en conjunto. Luis. Bueno, somos un país largo, entonces hay algunas zonas del país, principalmente en la zona sur, donde hay mucha integración con el turismo argentino. Pero depende un poco de la región en la que estemos hablando, porque en algunos lugares hay más distancia. Por ejemplo, hacia el norte es más difícil porque los pasos que tenemos fronterizos son más deficitarios que los pasos fronterizos que tenemos hacia el sur. Entonces, para que se produzca este flujo también se requiere la facilidad de conectividad. Ok. Gracias por estas respuestas. Donc, on va continuer parce que le temps file et on ne voudrait pas être à court de temps pour les deux autres intervenants. Muchas gracias, Luis. Donc, notre troisième intervenant, donc on change de continent, on va en Afrique et ça nous fait vraiment plaisir de retrouver Gauthier Amoussou de l'ONG Éco-Bénin et comme je le disais aussi, coordonnateur de la section Afrique, Gauthier de Éco-Bénin, coordinateur de la section Africa de ISTO. Gauthier. Oui, bonjour Charles, bonjour tout le monde.
Bon, c'est Gauthier Amoussou de l'ONG EcoBénin, coordination Afrique de l'OITS. Alors, donc au Bénin, effectivement, le Bénin aussi a été frappé par la crise de Covid-19. Et il faut dire que, bon, le Bénin a pris très tôt, depuis le 16 mars, a pris des mesures très rapidement, en fermant des frontières et en mettant en place un certain nombre de restrictions. Et donc, les hôtels, les bars, restaurants, les lieux de culte, beaucoup de lieux publics ont été fermés, y compris les écoles aussi. Et un cordon sanitaire a été établi autour de la zone de l'aéroport, donc de la capitale économique qui est Cotonou. Et donc, ce qui fait qu'il n'y avait plus de mouvement, de transport entre l'intérieur du pays et cette ville capitale. Et donc, cela nous a permis aujourd'hui d'avoir 224 cas de Covid confirmés. Et nous avons 136 personnes qui sont guéries, 85 sont sous traitement et on a eu 3 décès. Alors, il faut dire que le tourisme béninois est beaucoup plus basé sur la clientèle régionale et la clientèle internationale. C'est la deuxième source de devises pour le Bénin. Et donc, le secteur touristique a été très, très frappé par les effets de cette crise. Et au niveau des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme béninois, nous avons pris des actions. Donc, la première action que nous avons menée a été d'écrire un mémorandum en direction du gouvernement. Donc, on a adressé une requête au gouvernement pour demander la suspension des échéances de crédit et de garantie bancaire pour les entreprises fermées ou impactées par la pandémie, tout au moins durant la période de confinement, la période de la pandémie. Dans ce mémorandum, nous avons également demandé à l'État la renonciation à ces tasses pour la période concernée des établissements de loisirs et de tourisme afin que les gens puissent avoir des moyens pour payer le personnel tout au moins à temps partiel. Alors, nous avons également demandé que les restaurants ne soient pas entièrement fermés et qu'ils puissent livrer des plats ou bien faire des plats à emporter. Et on a demandé aussi la mise à disposition des opérateurs touristiques d'équipements et de consommables de protection et d'hygiène conformément aux mesures de barrière contre le Covid-19, notamment les gels hydroalcooliques, les gants, les kits de lavage de mains, les masques et autres. Alors, donc, ça a été la première grande action que nous avons menée en direction du gouvernement. Et le gouvernement a effectivement répondu en demandant que notre fédération, la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme, puisse organiser un sondage pour évaluer les pertes des différents opérateurs afin que certains dédommagements soient envisagés. Alors, en dehors de cela, il faut dire que au niveau de EcoBénin, nous avons fait beaucoup de sensibilisation sur des radios au niveau local, dans les communes où on intervient, pour sensibiliser sur les mesures barrières contre le Covid.
Il faut dire qu'ici, dans les milieux ruraux, les gens ont très peu d'informations et étaient moins informés par rapport à la, à la pandémie. Nous avons demain à des communes touristiques pour pouvoir soutenir les villages ou des sites qui ont besoin, des marchés par exemple, où les gens ne comprenaient pas ou n'avaient pas les équipements nécessaires. On a aussi fourni des affiches pour ce travail de sensibilisation. Alors, nous avons au niveau touristique, on a mis en place des vidéos de visites virtuelles en 3 dimensions de certains sites touristiques. Et donc, ça a été publié sur YouTube et relayé sur nos réseaux sociaux pour pouvoir garder le contact avec nos clients, nos visiteurs. Alors, en dehors de ça, il faut dire que le problème le plus grave ici était la perte brusque et brutale des revenus issus du tourisme. Et comme vous le savez, au Bénin, les gens vivent au jour le jour, les gens n'ont pas beaucoup d'économies. Donc, il faut, disons, trouver des actions pour soutenir les communautés et les acteurs avec qui nous travaillons dans le tourisme. Alors, donc, dans ce cadre-là, Eco-Bénin avait cette chance d'avoir décroché un projet de replantation de mangroves avec une compagnie belge, Interparking. Et donc, c'est un projet climat, en fait. Donc, nous avons profité de ce projet pour intégrer des acteurs qui interviennent dans le tourisme et ces acteurs participent à la plantation mangrove avec nous et ça leur permet de gagner de l'argent. Alors, nous avons également mis en place un projet de formation en entrepreneuriat pour les acteurs, les opérateurs touristiques locaux, pour leur permettre d'initier de nouveaux projets pouvant leur permettre de diversifier leurs revenus et de bien se préparer à d'éventuelles ou bien de nouvelles crises qui pourraient survenir. Nous avons également mis en place, on a reçu aussi un petit financement actuellement pour faire un projet d'éducation et de formation environnementale en ligne. Donc, faire un peu de e-learning, surtout avec la couche juvénile. Alors, à notre niveau également, il faut dire que certains de nos projets, comme le projet de formation en hôtellerie et en tourisme, a été fortement impacté parce que on ne pouvait plus donner les cours et donc nous avons arrêté les activités au niveau de ce centre de formation et nous sommes en train de travailler actuellement sur la réorientation des cours. Donc, on a ajouté à nos cours habituels, on a ajouté un volet agroalimentaire et un volet entrepreneuriat, ce qui permet de donner plus de capacité à nos apprenants qui vont sortir de ce centre de formation. Alors, en dehors de cela, il faut dire que nous avons profité de cette période de confinement pour préparer plusieurs missions de communication sur la destination Bénin. Donc, on a été en contact avec 3 différents partenaires avec qui nous préparons actuellement des missions pour venir prendre des images dès que le confinement, dès que les avions vont commencer encore à atterrir, pour mieux communiquer sur notre destination qui n'est pas souvent connue du grand monde. Donc, de façon très synthétique, voilà les actions que nous avons menées et je reste à votre disposition pour les différentes questions. Et je m'excuse de ne pas avoir envoyé un PowerPoint. J'étais
sur le terrain ces derniers jours. Merci. Merci Gauthier pour ton intervención. Donc, je vais faire une brève synthèse. Una breve síntesis de lo que dijo Gauthier. Benin fue también muy impactado por la crisis a nivel económico, aunque no hubo muchos casos. Se está hablando solamente de 224 casos y solamente 3 personas que fallecieron. El turismo en Benin tiene una clientela que es más regional e internacional. Es más la característica del turismo. Es la segunda fuente de divisas para ese país. Ecobenin, con otros actores del turismo, hicieron un memorándum para el gobierno para solicitar apoyo económico, que sea para los impuestos, etcétera, etcétera, y también para solicitar equipamiento de protección sanitaria. Se ha hecho también una encuesta para las personas del sector turístico para evaluar con más precisión las pérdidas. Ahora, a nivel de Ecobenin como tal, han hecho acciones de sensibilización para las personas, sobre todo las personas en zonas rurales que tienen muy poca información sobre cómo protegerse y todo eso. Organizaron también visitas virtuales de sitios bonitos en el país. A nivel de proyectos también es interesante mencionar el proyecto de reforestación de la mangrove. No sé cómo se dice exactamente en español, pero utilizaron en ese periodo donde los actores del turismo no tenían nada que hacer, hicieron una llamada a los actores del turismo para participar a ese proyecto de reforestación y para ganar dinero en ese tiempo muerto para el turismo. Organizaron también acciones de capacitación para personas que tienen pequeñas empresas, también con el propósito de ver cómo pueden diversificar sus fuentes, porque sabemos que el turismo va a tardar. Entonces, no hay solamente que esperar, pero ver también cómo combinar con otras acciones. También mencionar que han hecho acción de capacitación en línea para los jóvenes y están participando en misiones para preparar una campaña de comunicación para el futuro. Entonces, eso es un poco la situación que Gauthier nos quería presentar. ¿Hay algunas preguntas, dudas y questions pour Gauthier? Sinon, Gauthier, j'irai peut-être moi juste avec une toute petite question. Donc, est-ce que tu crois que le tourisme solidaire, éventuellement social, peut jouer un plus grand rôle pour la reprise? Est-ce que tu penses que le tourisme national, domestique, pourrait être davantage considéré par vous et par les autorités, ou on va attendre que le tourisme international et régional revienne? Estoy preguntando si el turismo nacional podría jugar un papel más importante y cómo el turismo solidario que Ecobenin desarrolla, si podría tomar más importancia o vale solamente esperar que regrese el turismo internacional o regional de otros países. Gauthier? Oui, effectivement, le tourisme domestique qui existait était surtout un tourisme de séminaire, un tourisme de réunion où plusieurs projets, plusieurs institutions allaient faire
leurs réunions, leurs séminaires à l'intérieur du pays et cela permettait d'alimenter beaucoup tout le dispositif touristique. En dehors de cela, c'était beaucoup plus aussi des élèves, des étudiants qui allaient beaucoup en tourisme, et il y a le tourisme de week-end le long de la côte. Donc, pour cela, voilà, on n'a pas de crainte. Cela va reprendre. Les gens sont d'ailleurs très pressés pour que cela... les mesures de confinement sont déjà levées ici. Les dernières mesures vont être levées le 2 juin prochain. Donc, oui, nous pensons que le tourisme domestique pourrait être l'une des solutions, et nous travaillons à ce que le gouvernement participe avec nous à une action de chèque vacances, mais bon, c'est encore en négociation, ça prend beaucoup de temps. Mais pour le moment, on ne peut pas encore avancer que nous pouvons, disons, affronter vraiment les impacts du COVID-19 rien qu'avec le tourisme domestique. Le tourisme international est une grande partie de l'activité touristique au Bénin. Ok. Gauthier está diciendo que de manera clásica el turismo doméstico en Benin es un turismo de reunión de seminarios, también un turismo escolar y turismo de fin de semana, sobre todo en la costa. Dice que eso va a regresar, no tiene miedo. Están también desde hace un año tratando de implementar un proyecto piloto de cheques vacances, cheques vacaciones, pero de toda manera dice que en el caso de Benin, el turismo doméstico nunca va a ser suficiente. Necesitan también el turismo internacional, que hasta ahora fue el que alimentó el turismo solidaire. Donc voilà, merci Gauthier pour ces explications. Et donc, on va passer à notre quatrième intervenant. Il y a juste encore une petite question de Connie. Ah oui, pardon. Gauthier. Oui, Donc, pardon. le coronavirus annonce-t-elle la mort du tourisme en Afrique? Allô? Oui. Gauthier, Allô? donc tu nous entends? Oui, mais un peu difficilement là. La question, c'est: le coronavirus annonce-t-elle la mort du tourisme en Afrique? Je n'entends pas la deuxième partie. Coronavirus annonce-t-elle la mort du tourisme en Afrique? Oui, non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, moi, je pense que, personnellement, du fait que l'Afrique, de façon globale, a beaucoup résisté quand même à cette pandémie. Au Bénin, on a eu 224 cas actuellement, avec seulement 3 décès. Cela montre que, voilà, on a peut-être une certaine résistance, en tout cas, qu'il y a des choses sur lesquelles on doit faire de la recherche et voir comment on a pu résister à cette crise, et cela devrait être disons, un début à aller voir en Afrique et au Bénin. Donc, pas du tout, le coronavirus n'enterre pas le tourisme en Afrique, pas du tout. Ok, donc Gauthier está diciendo que no, el turismo no está muerto en África. Recuerda que resistieron bien a esa pandemia con pocos casos, pocos muertos, y está positivo para el futuro. Donc voilà, merci Gauthier. On va donc aller à notre quatrième intervenant. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente Simon Thirault, délégué général de l'UNAT, l'Unión Nacional des Asociaciones de Tourisme. Simon es delegado general de la Unión Nacional de las Asociaciones de Turismo.
UNAT en Francia es una asociación muy importante y también es miembro fundador de ISTO. Simon, voilà, la parole est à toi. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci pour le cycle de travaux engagés par l'OITS qui permettent d'échanger évidemment de façon beaucoup plus large sur nos problématiques. On a vécu, je crois que c'est plus de la moitié de la planète qui a été confinée et qui a vécu quand même une situation extrêmement compliquée qui va être durable et je pense que nous gagnons à partager à la fois ce que nous vivons et ce que nous pouvons en tirer. Donc, vous le savez, l'UNAT représente tous les acteurs touristiques à but non lucratif en France. On a un réseau qui a été extrêmement fortement impacté dès le début de la crise, avec les voyages scolaires, avec les voyages de groupes de personnes seniors, par exemple. Et puis ensuite, maintenant que le mois de mai est impacté, puis le mois de juin, et évidemment, ça touche beaucoup plus de structures. Et puis des perspectives dont on ne savait pas jusqu'à il y a quelques jours ce qu'elles seraient pour cet été. Le Premier ministre en France a annoncé quand même des perspectives assez intéressantes pour la reprise des activités cet été. Néanmoins, on estime que pour le réseau d'UNAT, c'est largement 50% du chiffre d'affaires du réseau qui sera impacté par la crise. Il faut maintenant qu'on travaille à ce que les opérateurs survivent. Le gouvernement français a mis en place tout un tas de dispositifs extrêmement robustes d'un point de vue économique, même si pour beaucoup, c'est du report évidemment d'emprunts, de prêts, de loyers et d'avoirs. Mais il y a des dispositifs économiques robustes qui ont été mis en place. Il faut penser l'après maintenant et il faut aussi penser évidemment l'après d'un point de vue sanitaire et c'est ce que nous faisons avec des protocoles sanitaires qui sont en cours d'écriture secteur par secteur pour rassurer les Français. Et un des axes de communication du gouvernement français, c'est de dire cet été, voyagez en France, voyagez proche de chez vous, même à l'autre bout du pays, mais privilégiez la France métropolitaine, mais aussi la France des territoires et des départements d'outre-mer, qui évidemment, d'un point de vue touristique, sont extrêmement importants dans la variété touristique que propose notre pays. Et à ce titre-là, les opérateurs du tourisme social et solidaire ont une carte à faire valoir parce qu'ils sont présents dans tous les territoires, parce qu'ils accueillent déjà une clientèle qui est majoritairement française. Et donc, nous disons qu'il y a évidemment dans le tourisme social et solidaire une partie de la réponse. Avant de développer rapidement ce point, je vais revenir sur un élément. L'UNAT a plaidé pour que le gouvernement travaille sur deux solutions dans cette crise. D'abord, le soutien aux entreprises et aux emplois pour maintenir une offre dans les territoires, parce qu'on s'est très vite aperçu, on le savait, mais la crise l'a vraiment révélé, que le tourisme était un écosystème et que, comme tous les écosystèmes, il était extrêmement fragile et qu'il pouvait très facilement être perturbé. Donc ça, c'est le premier pilier et il y a eu des réponses en ce sens. Le deuxième pilier, c'est quelque chose que nous portons tous depuis longtemps, c'est la question du soutien au départ en vacances et du soutien au départ en vacances, notamment des publics les plus fragiles. Et dans la période de crise, ce discours-là que nous portons s'est vu renforcé aussi, puisqu'on l'a vu que ce sont souvent les publics les plus fragiles qui ont été soit en première ligne, soit qui se sont retrouvés à vivre le confinement de façon encore plus dure et de façon beaucoup plus violente et qui auront d'autant plus besoin des vacances, des loisirs, du sport, de la culture dans les semaines et les mois qui arrivent. Et donc, ce sont ces deux messages-là que nous avons voulu faire passer, le soutien aux entreprises et aux emplois et donc à l'offre dans les territoires
et le soutien au départ en vacances des Français. Il y a des annonces, il y a des choses qui avancent, mais évidemment, tout ne sera pas parfait, mais quand même des signaux positifs sont envoyés et ce sont notamment les annonces d'hier qui donnent de belles perspectives pour cet été. Le Premier ministre a par ailleurs cité les villages vacances, les colonies de vacances et les auberges de jeunesse dans son discours. Je crois que c'est une première pour un Premier ministre français de citer ces types d'hébergements, donc c'est plutôt une bonne chose. À nous maintenant de montrer ce qu'on sait faire. Et sur ce qu'on sait faire, et du coup, dans la solution, le tourisme social et solidaire comme solution de l'après-crise, on a des choses à faire valoir. D'abord, notre lien extrêmement fort avec le territoire dans lequel nos structures sont implantées. Le lien avec les collectivités, avec les producteurs locaux, avec tout l'écosystème territorial. Ça, c'est une qualité trop souvent négligée, qui fait partie de l'ADN du tourisme social et solidaire et que nous devons mettre en avant dans l'après, parce que je suis sûr que nous pourrons en faire une force commerciale et market aussi. Et c'est aussi lié avec le fait que pour beaucoup, nous devons travailler sur le fait de pouvoir mesurer les impacts de nos activités touristiques pour montrer que nous cherchons à être les plus vertueux possibles. Et ça fait naturellement le lien avec le tourisme durable, qui est un des piliers maintenant repris évidemment dans les axes de l'OITS, et ça on en est extrêmement satisfait. Mais demain ne pourra pas continuer à être la même chose qu'hier, notamment sur la façon dont on aborde le tourisme social, dont on aborde le tourisme via les aspects durables. Et pour ça, je crois que cette crise nous donne l'opportunité de démontrer que nos raisonnements sont bons à la fois aux institutionnels du tourisme, aux politiques du tourisme, mais aussi aux investisseurs privés, pour leur dire que demain, ils ne pourront pas investir comme ils le faisaient avant. Ils vont devoir prendre en compte ces dimensions écologiques, sociales, durables dans leurs investissements. Or, le tourisme, on le sait, ce sont des investissements. Le sanitaire va en nécessiter de nouveau, le durable aussi, et la transformation digitale, ça a déjà été dit. Et donc, je n'y reviendrai pas parce que ça a été abordé par notre camarade italien, notamment, même si je mettrai un bémol, c'est que le tourisme, le voyage, c'est aller ailleurs, découvrir un ailleurs, et donc on ne peut pas baser non plus toute l'expérience sur le digital et sur la distance. Évidemment, il faut faire attention à ce biais-là. Je vais essayer de tenir mes 10 petites minutes et laisser de la place à l'échange, puisque je crois qu'on s'est dit qu'on essayait de terminer pour 17h30. Il y a un point que je veux soulever et que je crois que nous devons porter collectivement, qui est que cette crise doit nous faire prendre conscience que prestataire et partenaire, ce n'est pas la même chose. À la fois en tant qu'hébergeur, mais aussi dans nos relations pour les voyagistes qui travaillent avec des communautés locales à l'étranger. Il faut que l'on continue à porter la notion de partenariat long terme, durable, avec des valeurs, parce que le prestataire contractuel pur, on l'a vu dans la crise, a des limites, et ces relations-là, en fait, elles sont extrêmement fragiles et elles viennent mettre à mal l'écosystème. Et je crois que beaucoup, y compris dans nos réseaux, si on parle par exemple des comités d'entreprise en France, ont pu oublier cette notion de partenariat et aller sur uniquement la notion de prestataire, oubliant peut-être aussi ce que le partenariat portait en termes de valeur et de ce qu'on pouvait y projeter en termes de projet. Et je crois que à la fois sur ce sujet durable et sur les relations entre nous, il faut vraiment que on revienne aux fondamentaux et que la crise montre que la solidarité passe par le partenariat et plus uniquement par la relation contractuelle froide. C'est un des messages que je souhaitais faire passer.
Donc, je ne suis pas dans le détail de comment est-ce que les choses bougent, plutôt dans ce que je perçois de comment est-ce qu'on peut insuffler des choses un petit peu différentes et nouvelles, mais je souhaitais vous en faire part. Merci Simon. Donc je vais résumer pour nos amis d'Amérique latine. Conseil UNAT, c'est l'actor más importante que reagrupa las asociaciones sin fin de lucro en Francia. Fueron impactados de manera muy importante con los viajes escolares, viajes para grupos, por ejemplo, para las personas de la tercera edad. Y ahora que entramos en el verano en Europa, ese impacto sigue para otros sectores. Está estimando que van a perder, el sector que la UNAT representa va a perder el 50% de lo que genera habitualmente. Entonces, el gobierno dice que ha tomado acciones muy importantes, sobre todo a nivel económico. El gobierno está llamando a los franceses para que viajen en Francia, en las ciudades, pero también en las regiones. Y aquí lo que está diciendo Simón es que los actores del turismo social y solidario tienen una carta en las manos al respecto a ese posicionamiento del gobierno para que los franceses viajan dentro del territorio francés. UNAT, a nivel político, lanzó dos mensajes. Uno para solicitar apoyo para las empresas y para los trabajadores. Recuerda que el turismo es un ecosistema que es frágil y que hay que apoyarlo. Y la segunda solicitud de la UNAT, después de la oferta, es con la demanda. Ellos siguen, es el papel de siempre, pero lo renovaron, siguen llamando, siguen solicitando un apoyo para que la gente pueda seguir viajando, irse de vacaciones. Está recordando que en el marco de esa crisis hemos visto que mientras muchos hacían teletrabajo, los que estaban en las calles, en las tiendas, en los hospitales, muchos de ellos son personas a veces con recursos muy limitados y que estos públicos van a necesitar todavía más apoyo y para que puedan tener unos días de vacaciones para recuperar de ese periodo muy difícil. Dice que hace un día el primer ministro hizo anuncios importantes y mencionó, dice que quizás es la primera vez, habló de los village vacances, centros vacacionales, albergues juveniles. Entonces dice que aquí es interesante porque ellos tienen ahora que demostrar cómo estas estructuras pueden servir. Para las soluciones después de la crisis, dicen que una ventaja que tienen sus socios es que están muy bien representados a nivel del territorio, en todo el territorio. Y que a través de esa crisis hay que favorecer los productores locales, la producción local, y eso hace parte, recuerda Simón, del ADN del turismo social y solidario. También es una fuerza comercial que hay que valorizar. Y tercer punto que menciona aquí es la relación especial con el turismo sostenible. Dice que aquí todas estas características y principios del turismo social y solidario, claro que hay que valorizarlo con los políticos, con las instituciones, pero también con los que invierten. Es muy importante porque en el futuro, para el turismo,
las inversiones tendrán que tomar más en cuenta estos criterios sociales, medioambientales, podríamos decir, que tienen que ver con la responsabilidad social de las empresas. Y por último mensaje que quiere dárselo es la importancia de favorecer, se dice en inglés, partnership, de largo tiempo de manera sostenible. Dice que a través de esa crisis se dieron cuenta que para muchos de sus miembros la relación con los prestadores de servicios tiene sus límites, ¿no? Ya cuando las cosas no van bien, cuando hay problemas financieros, pues estos prestadores no siguen como los socios de UNAP quisieran. Pero si al contrario favorecen ese partnership a largo tiempo, eso es mucho más sólido y les permite enfrentar crisis. Eso era el último mensaje de Simon. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait des questions, algunas preguntas para Simon? Aquí hay una. Donc, comment le tourisme changera-t-il en France après une pandémie? Est-ce qu'on peut voir les conséquences négatives de la crise maintenant? Simon? Alors, les conséquences négatives de la crise, on les voit tout de suite puisqu'il n'y a plus de tourisme en France et que pour le coup, ce que je disais, c'est que la crise a fait prendre conscience que le tourisme en France, mais comme ailleurs, était un écosystème extrêmement large, extrêmement varié et qu'il était quand même si il est assez naturel dans notre pays, mais il est assez fragile et en même temps qu'il représente un poids extrêmement fort, à peu près 8% du produit intérieur brut. Donc on voit les conséquences négatives de la crise sur le tourisme dans le sens où le tourisme est arrêté. Sur comment est-ce que le tourisme va changer, je pense qu'une des conséquences sera certainement que l'on va se rendre compte qu'il est possible de partir en France en vacances plutôt que de chercher de partir à l'étranger. Et donc, il y a une possibilité qu'une des conséquences de cette crise soit le renouveau du tourisme des Français dans leur propre pays, alors qu'on assistait depuis quelques années quand même à une tendance où les publics étrangers, les publics français partaient quand même significativement vers les destinations étrangères. Je pense que c'est quelque chose qui va durer. La deuxième conséquence, à mon avis, sera une conséquence dans les messages à faire passer au public, à savoir que la réassurance sanitaire, à mon avis, restera comme un message durable et long terme, et que les marques devront l'intégrer dans leur dispositif de communication et que ça pourra faire partie des choix, des éléments qui permettront aux touristes de faire des choix de destination. Ok. Entonces, Simón está diciendo que como consecuencia, uno es que quizás los franceses habrá ¿cómo decir? Los franceses van a viajar más, sí, en su propio país, quizás van a descubrir más su propio país, cuando antes muchos pensaban solamente irse de vacaciones o viajar al extranjero. Y el otro cambio importante en términos de consecuencia es que la cuestión del seguro o de asegurar el público, la clientela, sobre los aspectos sanitarios, eso es algo que no va a desaparecer y que los actores del turismo tendrán que integrar en sus mensajes, en su marca. Eso es algo que quiere decir. Ok.
Llegamos casi al final, à moins que Marine ait vu des questions, d'autres questions, non? No, y avait pas d'autres questions. Ah, si teníamos algo de Carlos Leca, más era una pregunta, pienso. El temor y restricciones locales que limitan la presencia de personas no locales, etapa de creatividad de productos. Uh-huh. Sí. Yo quería decir porque el webinario se va a acabar porque tenemos otro webinario en español en media hora. Es un webinario sobre los nuevos productos atractivos y competitivos del turismo social, sostenible y solidario. Y después tenemos 3 otros webinarios. Entonces, 4 webinarios en español después de este. Y entonces, sí, nos vemos en los otros webinarios. Gracias. Merci. Merci à tout le monde. Merci aux intervenants, aux participants et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao.